Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse. Nous allons nous intéresser aux perspectives des marchés américains en compagnie de Patrick Artus, conseiller économique auprès d'Ociam. Avant de commencer cet entretien, rappel rituel, pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez les émissions, partagez-les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez. Et puis si vous voulez connaître notre point de vue sur les marchés, il suffit de vous inscrire à notre newsletter 100% gratuite. Vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo dans la description. Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Tout au long de l'année 2025, ou en tout cas tout au long de la seconde partie de l'année 2025, vous nous faisiez part de votre relative circonspection vis-à-vis des indices américains. Vous disiez que bon, tout ça vous semblait un peu cher. Est-ce que en ce début d'année 2026, vous restez sur la même position? Vous croyez que finalement, il y a plus de risques à s'exposer aux États-Unis que d'opportunités? Patrick, je parle des actions américaines. Bon, alors le marché américain continue à monter en ce début d'année, enfin modestement, mais continue à monter. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'indices qui devraient inquiéter les investisseurs. D'abord, moi, j'aime beaucoup les travaux de Bob Shiller et en particulier le CAPE de Bob Shiller. Vous savez que le CAPE, c'est un indice très très simple, hein, c'est le ratio de la capitalisation boursière aux bénéfices lissé sur 10 ans et ajusté de l'inflation sur les 10 dernières années. Et quand on calcule le CAPE sur une période historique longue, alors d'abord on voit que systématiquement, quand il y a eu des pics du CAPE, il y a eu un effondrement ultérieur et on a aujourd'hui un niveau de ce ratio qui est aussi élevé qu'en 1929 avant le déclenchement de la crise ou en 2000 avant le déclenchement de la crise. On est à 41, on était à un peu plus de 42 en 2000 et on était à 32, 33 en 1929. Donc, premier indice, le marché est très très cher. Hein. Alors, deuxième inquiétude, si ce marché est très cher, c'est en raison pas des achats des institutionnels, mais des achats des particuliers. Et pour s'en convaincre, il faut regarder la croissance du margin credit, hein, qui est le crédit avec appel de marge que prennent les particuliers pour acheter des actions, qui bat tous les records de niveau. Hein, on est à plus de 1100 milliards de dollars et qui a augmenté de 20% en 2020, en 2025. Euh, et, euh, et donc, on a un marché qui est extraordinairement cher et qui est tenu par des particuliers qui s'endettent pour acheter des actions. Alors, en général, enfin, historiquement, euh, systématiquement, d'abord, quand on a cette configuration, ça veut dire qu'il y a une bulle, hein, et qu'il y a une bulle et que cette bulle va se corriger. Alors, on est absolument incapable de dire à quel moment elle va se corriger, mais je crois qu'il faut quand même être extrêmement prudent sur le marché américain parce qu'on a tous les signes que ce marché maintenant est très surévalué. Alors, les gens qui ne partagent pas cette opinion disent oui, mais l'intelligence artificielle va générer des profits absolument considérables et donc l'intelligence artificielle justifie cette valorisation extrêmement forte des actions, en particulier des actions du secteur des technologies de l'information et de la communication, les fameuses TIC. Alors c'est un argument qu'on avait déjà entendu en 2000 pour justifier la valorisation des boîtes liées à Internet. Et puis, on sait que l'intelligence artificielle peut-être va générer un supplément de profit, mais va surtout exiger des investissements colossaux euh, et que et ces investissements. Mercer a fait une étude qui est très intéressante, qui montre que les investissements des boîtes qui développent des modèles d'intelligence artificielle devront atteindre 15 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et la question, c'est est-ce qu'on est capable de rentabiliser 15 000 milliards de dollars d'investissement avec des taux de rentabilité du capital normal? Moi, ma réponse est non.
Et quelle que soit la pertinence de l'intelligence artificielle, les investissements sont absolument tellement gigantesques que la rentabilité du capital va chuter. Même si il faut tenir compte des progrès technologiques. Par exemple, il y a une étude de Google très intéressante qui montre que les nouveaux modèles de langage d'intelligence artificielle sont moins gourmands en temps de CPU, en temps en électricité, etc. Mais mais quand même, mais c'est quand même un investissement absolument massif dans les data centers, dans les réseaux électriques, dans le cloud, etc. Donc voilà, moi j'ai trois arguments pour penser que le marché américain est surévalué. Euh, L'argument de Bob Shiller, l'argument que c'est un marché qui est tenu par les ménages et pas tenu par les institutionnels, et l'argument qu'il y aura une baisse de la rentabilité du capital compte tenu des énormes investissements nécessaires pour développer les modèles d'intelligence artificielle. Donc c'est un marché qui vous paraît cher, Patrick, pour tous ces arguments-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, peut-être d'analyser pour avoir une vision un peu plus complète des risques et des opportunités sur ce marché, c'est regarder un peu dans le détail la croissance américaine, puisque cette croissance qui a été de 4% lors des 2 derniers trimestres repose en grande partie sur des investissements. Alors, là encore, se pose évidemment la question de la rentabilité de ces investissements, mais tant qu'il y a ces investissements, en tout cas, on a de la croissance. Et ces investissements n'ont pas l'air de mollir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un autre point, c'est que sur la partie consommation, on a tout de même un étrécissement de la base de la croissance de cette consommation. Mmh. J'entends par là que les ménages qui font la croissance de la consommation sont tout de même les ménages les plus aisés. Alors, comment vous prenez en compte, d'une part, la prédominance de l'investissement dans la croissance américaine aujourd'hui et le fait que on a à peu près 10% des ménages aux revenus les plus élevés qui sont les vrais contributeurs à la croissance de la Oui. consommation aujourd'hui. Comment vous intégrez ça dans votre raisonnement et dans votre échelle des risques sur les marchés? Alors, il y a eu 4% de croissance annualisée en moyenne si on cumule le deuxième et le troisième trimestre, hein, 3,8 et 4,3 sur les deux trimestres. Et cette croissance vient, des investissements en logiciels. Donc, c'est pas des investissements en machines, en bâtiments, etc. C'est des investissements en logiciels. Et alors, on sait qu'il y a quand même un vrai problème de mesure du volume des investissements en logiciels. Il faut savoir séparer le prix et le volume et tenir compte des effets de qualité. Enfin bon. Donc et d'ailleurs, l'investissement en logiciel, ça représente la moitié de l'investissement total des États-Unis aujourd'hui. Donc c'est bon, peut-être il y a un problème statistique. Enfin bon, et de la consommation des 10% d'Américains aux revenus le plus élevés. Alors, on n'a pas des statistiques de consommation pour des pourcentages plus réduits. Alors, on a des 10% par 10%, on n'a pas les 1% aux revenus le plus élevés. Les 10% d'Américains aux revenus le plus élevés ont sur un an accru leur consommation de 10%. Et les 90% d'Américains aux revenus moins élevés que les 10% ont accru leur consommation de 0,5%. Et donc, il n'y a que les Américains les plus riches en termes de revenus, mais enfin, c'est les plus riches aussi en termes de richesse financière, qui contribuent à cette progression de la consommation. Euh, alors, on peut, on voit que tant que ça tient, ça tient. C'est-à-dire, tant que le marché est porteur. D'une part, ces Américains qui sont les mêmes qui ont des portefeuilles d'actions. Vous savez que 1% des Américains les plus riches, alors les riches en termes de richesse, détiennent 50% des actions et que les 9% d'Américains en dessous, ce qui amène aux 90% 10% les plus riches, détiennent 37% des actions.
Donc la totalité des actions est détenue par les 10% d'Américains les plus riches, qui sont à peu près les 10% d'Américains en revenu le plus élevé. Donc tant que ces 10% des Américains s'enrichissent sur leur portefeuille d'actions, ils consomment, et tant que les entreprises voient des perspectives de croissance, etc., elles investissent et elles investissent en logiciel. Donc cette mécanique tourne bien. Simplement, il y a au moindre accroc dans cette mécanique, les choses vont se détériorer très très fortement parce que si vous avez un accident boursier ou une correction boursière, etc., ben, vous allez arrêter la fabrication de richesses pour les Américains les plus riches, donc vous allez arrêter leur consommation, vous allez arrêter la capacité d'endettement. Vous savez que les entreprises, par exemple, de l'intelligence artificielle s'endettent sur le marché de la dette privée pour financer la data center, etc. Donc, vous allez arrêter leur capacité d'endettement. Donc, vous allez arrêter à la fois l'investissement en logiciel et la consommation des ménages. Donc, c'est une dynamique qui tourne bien jusqu'à ce qu'elle s'enraye. Et probablement, c'est cet accroc dans cette dynamique qui provoquera la grande correction boursière que j'attends. Et honnêtement, on peut attendre une correction boursière assez importante. Si vous regardez les dernières expériences avec le CAPE de Shiller, à chaque fois que le CAPE a dépassé 30-40, la correction a été au moins de 50% dans les quelques trimestres qui ont suivi sur les indices boursiers américains. Donc je crois que, alors, on ne peut pas reconduire les choses du passé, mais il faut vraiment faire attention parce que c'est une mécanique qui paraît bien huilée. À nouveau, le marché action monte, les ménages s'enrichissent, les ménages consomment, les entreprises investissent, donc le marché action monte, etc. Mais si cette mécanique s'arrête, tout s'arrête. On passera pas de 4 à 3% de croissance, hein, on passera de 4 à 0 si ça s'arrête. Et donc, il faut avoir peut-être que ça va durer un certain moment, mais je suis persuadé que à un certain moment aussi, dans le futur, il y aura une correction parce qu'à nouveau c'est une bulle. Hein, c'est une bulle et on a tous les indices que c'est une bulle. Et est-ce que vous considérez pour autant raisonnable de ne pas avoir d'actions américaines aujourd'hui, bien que nous soyons en bulle selon vous? Ah ben moi je pense que il faut c'est trop dangereux. Euh, alors bon, et tous les secteurs, enfin, il y a des écarts de valorisation absolument considérables sur le marché américain. Hein, quand vous regardez les valorisations sectorielles, euh, mais euh, mais en tout cas, la tech est très chère. Le manufacturier est très cher aussi, probablement tiré par les droits de douane, par les initiatives Mhm. de Donald Trump pour relancer l'industrie. Ce qui paraît intelligent, c'est de rapatrier les portefeuilles des secteurs très très chers sur les secteurs moins chers, qui sont les biens de consommation. Euh, c'est de déformer sectoriellement le portefeuille en faveur de. Moi, je crois que aux États-Unis, on va avoir le retour de value. On a eu une période grosse qui a duré à peu près 3 ans et Mhm. qu'on investissait que dans les valeurs de croissance, hein, la tech, etc., les télécoms, et puis que ce moment est terminé et qu'on va retrouver on va retrouver value et on va retrouver un attrait pour les secteurs qui sont peu valorisés dans le marché américain. Très bien. Bon, donc, prudence sur les actions américaines. Je vais essayer de synthétiser un peu tout ce que vous nous avez dit, Patrick. Donc, vous considérez que on est sur des niveaux de valorisation qui sont tout de même à prendre en considération et qui doivent appeler à la vigilance, hein, puisque vous regardez le Cape de Mmh. Shiller et que, en fait, on est à des niveaux qui, généralement, appellent des baisses, souvent de 50% dans les trimestres qui suivent. Donc, vous dites attention. Ce qui vous rend encore plus circonspect, c'est
la surreprésentation des ménages finalement dans les transactions boursières aujourd'hui avec, des margin credits, qui s'élèvent à plus de 1 100 milliards $. Donc ça veut dire aussi qu'on a des ménages qui s'endettent aujourd'hui pour jouer en bourse. Ça marche, tant que ça marche, mais le jour où il y a un caillou dans la chaussure ou une chenille dans la salade, comme disait ma grand-mère, eh bien tout se retourne et dans ce cas-là, les appels de marge fait qu'on déboucle les positions un peu comme on peut et que ça peut être, sacrément l'hémorragie. Autre chose intéressante que vous nous dites, Patrick, et ça c'est tout de même à prendre en considération, c'est que pour quelque raison que ce soit, on a une correction, boursière un peu appuyée, ça aura un impact fort sur, la croissance puisque en fait, ça altérera, la consommation puisque ceux qui jouent en bourse sont les 10 des ménages aux revenus les plus élevés. Or, ce sont eux qui assurent aujourd'hui la croissance de la consommation. Donc si d'aventure, eh bien, on a un effet richesse négatif, dû à un reflux des cours boursiers assez significatif, ça aura un impact fort, sur la croissance et aussi peut-être sur le financement de toute cette, thématique de l'IA puisqu'on sait qu'on fait appel à du côté des entreprises du secteur à de la dette privée et que cette dette privée, eh bien, elle est aussi, heu, en grande partie financée par, de l'argent de ménages aisés. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on est un peu, en substance sur un volcan. Voilà, on danse un petit peu sur un volcan et vous, vous ne prendriez pas le risque, en fait, vous dites que le jour où ça va corriger très, 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 très fort. Donc, vous dites méfiance absolue vis-à-vis des actions américaines. Alors que les analystes américains s'étagent entre plus 5 et plus 15% sur leurs perspectives pour le S&P cette année. Donc vous êtes Donc complètement à rebours. personne n'a ma vu que ce marché va corriger, en tout cas en 2026. Effectivement. Donc là, vous êtes tout à fait contrariant, mais vous avez vos arguments et j'espère qu'on les a bien entendus. Patrick, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié. À très vite.